Et bon, on va démarrer. Les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, du coup, effectivement, c'est une première. Hein. On va faire le mode hybride. On va essayer de s'adresser à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu. Donc, vous allez donc participer à notre matinale de ce matin, donc de 8h30 à 10h. Pour les personnes qui sont en visio, a priori, c'est bon. Tout le monde a bien coupé son micro. C'est pour avoir une meilleure qualité hein, de son. Donc, c'est Alexandra Morel qui est ici, donc qui va vous faire cette animation. Donc, il y aura tout un temps de présentation et après un temps d'échange et de questions. D'accord ? Je partage l'écran avec les personnes qui sont en visio pour que vous puissiez voir le PowerPoint et suivre en même temps. C'est bon ? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Tu changes de là. Ah, c'est ici. OK. Est-ce que déjà, au niveau des personnes qui sont à distance, vous nous entendez plutôt comme si vous étiez dans la salle? C'est bon? Si quelqu'un a un souci, vous nous mettez un petit message comme vous faites d'habitude. Oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, système hybride, alors on est en plein dans les sujets, managés avec un mode hybride et de transition. Donc, mon regard va être un peu partout, je pense, dans la salle et sur l'écran. C'est assez particulier et on m'a demandé d'être hyper statique, ce qui est vraiment ma nature première, vous allez le remarquer. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas le choix, c'est pour la caméra. C'est pour la caméra, donc voilà, quand il faut être filmé. Donc aujourd'hui, on est pour une matinale. On va essayer d'être un peu aussi en mode hybride nous-mêmes, puisque vous avez eu quelques échanges avec la CCI pour faire évoluer aussi le format et la façon de faire des matinales, de le faire un peu plus en mode partage. Donc c'est ce qu'on va essayer de commencer à faire, même si on est encore sur un schéma comme avant. Donc on espère que ça va convenir et faire évoluer les choses. Donc tout d'abord, moi, c'est Alexandra Morel. Donc je suis consultante RH et coach. Au quotidien, j'accompagne des entreprises, alors plutôt à dimension humaine, dans leurs sujets opérationnels du quotidien, que ce soit des sujets juridiques, de gestion sociale, jusqu'à du développement des ressources humaines, des projets de transition. En général, j'ai 3 modes de fonctionnement. Je suis RH partagée pour certaines entreprises. Donc, j'interviens, je suis leur DRH au quotidien. En management de transition. Bonjour. En management de transition ou parfois en management de projet ponctuel. Voilà. J'entendais parler. Non, c'est bon. L'ordinateur me parlait seul. Alors, essayons justement de faire évoluer. Alors, ça va être compliqué de le faire pour toutes les personnes à distance puisqu'on a demandé de couper le micro. Mais au moins pour les personnes ici, peut-être de nous parler en un mot, qu'on ne soit pas là physiquement ensemble juste pour faire un monologue. Donc, juste peut-être se dire, vous, votre entreprise et vos attentes en quelques mots de ce rendez-vous. On commence par Madame qui était là en premier. Honneur de la dame qui est arrivée devant la porte. Voilà. Bienvenue. Et alors, j'ai entendu qu'il y avait un radar ce matin entre votre route et Troyes, il me semble. Alors, en plus, vous avez... J'espère que vous ne pouvez pas aller trop vite hein, pour venir à l'heure. Bienvenue. À qui donnez-vous la balle? Comme moi, je voulais lancer comme ça. D'accord. Séance découverte. Très bien. Et je n'ai pas entendu, c'est à Troyes? Vous êtes basé à Troyes D'accord. Merci. Allez, à vous de jouer. Lancez la balle, mais pas trop fort.
D'accord. Et vous faites du vélo. Voilà. Formation pour adultes, pour monsieur, peut-être. Alors, je pense que je serai... Bon. À qui souhaitez-vous passer le relais? Et ben voilà, on s'en doutait un peu. Merci. À qui souhaitez-vous passer le relais? Eh ben, le monsieur, on est d'accord à ça. Bon, bah, Je suis Daniel Valentin et je viens de me former. Je suis particulièrement. Je me trompe beaucoup et je pense que c'est un domaine où j'ai beaucoup appris. On pourra en parler longtemps, mais ce n'est... Voilà. Eh ben, écoutez, merci. Et à qui souhaitez-vous donner le relais? Ah. C'est vrai qu'il fait une tennis, je le savais. Ah oui. D'accord. D'accord. Mhm. D'accord. Des petites idées en management, parce que Mhm. Très bien. Des beaux mots pour commencer cette matinale. À qui souhaitez-vous passer la balle, plus ou moins loin? Mais merci à vous. Alors, le spectre se réduit. Bonjour, ça va? excusez-moi. On essaie de juste mettre un amplificateur pour ceux qui sont en visio. Ah, d'accord. Qu'ils puissent vous entendre vous aussi qui êtes en salle. Ils sont pas tous chez eux. C'est ça. On va essayer. Non. Est-ce que c'est mieux? On va voir. Il faudrait qu'il y ait prise de parole. Du coup. Est-ce que quelqu'un peut nous faire une petite chanson? Chanson alors. Présentation en chanson. Alors, moi, j'ai fini et de direction avec partie RH. Éventuel, et que ce soit tant pour notre équipe en fait, et également vis-à-vis éventuellement de stage des stagiaires qui viennent chez nous. Alors s'il y a des choses qui vous permettent
permettre éventuellement de l'améliorer toujours dans ce sens. En quantité, souvent en quantité. Ouais, non, c'est vrai que ça anime beaucoup notre vie au quotidien professionnel. Donc voilà, voir comment ça se passe. Parce que nous sommes formés et les autres également. Quelques personnes encore. Un choix de- Voilà. Moi, je m'accompagne aussi Valentin. Je travaille aussi chez Accord Immobilier. C'est ça, d'accord, pas de profil. Oui, oui. Vous n'avez pas Et les là, dire. je ne pouvais pas, mais c'était très. C'était discutable. D'accord. Ben, merci à vous. Bon, pour ce fonctionnement un peu hybride, on ne va pas pouvoir faire un tour de table avec tout le monde en virtuel, mais c'est pour se donner l'envie aussi de recontinuer en physique si on le peut et de changer un peu de cette période particulière de ces 2 dernières années. Tellement l'habitude de. Alors, moi, en résumé, et avec Priscilla, ce qu'on se dit par rapport à ces matinales, c'est que en si peu de temps, et avec autant de profils et d'attentes différentes, vraiment, c'est de questionner ses habitudes, de profiter d'être ensemble pour essayer de nous amener ensemble à questionner nos habitudes, et puis s'ouvrir à des réflexions concrètes. C'est un mot que j'utiliserai souvent, vous expliquerai pourquoi. Afin d'enrichir nos pratiques, c'est ce que un peu chacun a essayé de se dire. Donc, allons-y. Donc, le sujet, vous l'aviez vu, vraiment, c'était comment donner corps, donc l'aspect concret, à ce qu'on peut appeler aujourd'hui un management inclusif et participatif. Qu'est-ce que l'on a derrière ces notions? Et pourquoi ce serait un levier qui serait qualifiable de contemporain, une performance qui serait durable. Donc, 2 diapos en même temps, c'est pas parti. Alors, je n'ai pas la même chose à l'écran que. Ah oui, c'est la suivante. OK. Alors, premier tour d'horizon, parce qu'avant de commencer un sujet, on essaye de reprendre le contexte, hein, comme tout à chacun dans son métier. Et en fait, ce qu'on va se dire aussi, c'est aussi une démarche qu'on essaye de revoir ensemble, c'est-à-dire comment on aborde un sujet, en ressources humaines notamment, mais en mode de gestion de projet, c'est la même chose. Comment on aborde un sujet, ben, d'abord on fait le tour d'horizon et après on pose le etc. C'est aussi ce qu'on va faire ensemble. Donc notre tour d'horizon, je pense qu'on est tous d'accord pour parler d'une profonde évolution du rapport au travail. On parlera tout à l'heure un peu des générations, mais quelles que soient les générations, ces quelques dernières années et mois m'ont amené à réfléchir, vivre autrement le rapport au travail et développer des besoins, des attentes par rapport à l'équilibre avec la vie personnelle, professionnelle, par rapport à tout simplement comment on voit la façon de travailler, ce qu'on attend du travail, la reconnaissance financière, autre. On a et on entend des salariés qui parler vraiment différemment de ce qu'ils veulent aujourd'hui. On entend beaucoup parler du terme déboussolé. Alors moi, j'entends beaucoup parler, nos salariés sont déboussolés, la boussole, hein, c'est le mot, hein, ils ne savent plus vers où aller, il faut donner de la vision, un cap, etc. Moi, je rajoute toujours manager, parce que déjà, un manager est un salarié, hein, et un salarié est un... Tout salarié n'est pas manager, mais en tous les cas, ça va ensemble. Et je pense qu'effectivement, on peut employer ce terme de déboussolé pour l'ensemble des populations. Déboussolé n'est pas perdu,
hein. Si on récupère une boussole, on peut se débrouiller. Et puis, on peut avancer sans boussole, hein, ce n'est pas non plus dramatique. Déboussoler, c'est un peu perturbé. Ne pas savoir exactement où on va, ne pas savoir où on va dans 3-5 ans, comme on disait à l'époque, pas dramatique. À moins de 6 mois, ça commence à être un peu perturbant, voire beaucoup perturbant pour certains profils. Donc, on en tient compte parce que cette situation, elle perdure. Elle était forte pendant la période de crise, mais inévitable, on va dire. En tout cas, peu évitable, mais en tous les cas, aujourd'hui, elle perdure. Et je vais ajouter la question de crise d'après-crise. On a le sentiment que les crises et les crises se succèdent. Et ce sont des crises nationales, internationales, on va pas prendre le contexte mondial. Mais la particularité, c'est que quand une crise est nationale ou internationale, elle n'est pas propre à une entreprise et les salariés en sont bien souvent plus perturbés parce qu'ils le partagent au quotidien, en famille, et ils n'ont pas l'impression que c'est juste un moment, un instant dans leur entreprise, propre à leur entreprise. C'est souvent plus intrinsèque comme réaction, plus fort et plus long à réparer. Et surtout, je parlais d'apprendre, de management, etc. On apprend souvent, j'aime pas le mot de cours, on apprend le management en gestion de crise, en période de changement, en période d'après-crise. Mais le problème, là, c'est qu'il faut qu'on fasse le management en crise, après-crise, rechangement, adaptation, voilà, tout en même temps. Et pour terminer, donc ça veut dire qu'on est face à des personnes qui attendent répondre à des contraintes. Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement? Des besoins, des salariés qui ont des besoins et des attentes, que ce soit des entreprises comme leurs collaborateurs. Et tout ça dans un management, on peut dire, dans l'incertitude. Ce n'est pas exactement comment poser nos sujets. Alors, les sujets RH à revisiter, très sincèrement, parler d'un 360 degrés, plus ou moins fort selon les entreprises, mais tous les sujets RH sont impactants. On entend beaucoup parler de la santé, de la sécurité. Effectivement, ce sont les premiers sujets d'un point de vue humain comme légal, puisque il y a aussi parler de la loi, il y a aussi des évolutions légales qui sont entrées en vigueur en mars dernier par rapport à tout ce qui est évaluation des risques, des obligations plus fortes. Et voilà. Mais tout simplement, retirons-nous de tout ce cadre réglementaire. On a des salariés qui ont eu des difficultés psychologiques et physiques. Et même, on l'a vu concrètement avec cette vague d'arrêts maladie, qui étaient des arrêts maladie Covid. Là, ce n'était pas forcément des arrêts maladie liés à une souffrance psychologique. En début d'année, je pense que le premier trimestre a été fait de trous, conséquences importantes pour toutes les entreprises et les petites entreprises en ont particulièrement souffert parce que c'était par vague de vaccination. Donc, on a le sujet santé et sécurité à gérer immédiatement et dans le temps. Organisation du travail, alors, on ne va pas se reparler, mais le télétravail, la flexibilité, le flex office, comme on dit, on va en reparler plus tard, mais comment nos salariés veulent travailler et comment nous, entreprises, chacun d'entre nous, avons la possibilité ou pas d'organiser des systèmes différents d'avant, de la durée du travail. Mais très concrètement, les horaires, à quelle heure on travaille, à quelle heure on prend de pause, est-ce qu'on peut changer comme ça, est-ce que c'est adapté de faire plus à un moment saisonnier, plus à un moment et que d'autres, etc. Travailler le week-end, ne pas travailler le week-end. Le sujet est vaste. Plan prévisionnel de l'emploi et des compétences, recrutement, plan de formation. Tout ça pour dire quoi? De quelles compétences avons-nous besoin concrètement aujourd'hui? De quelles personnes? On a tous entendu parler de la vague de départ. Moi, je la requalifie un petit peu. On a une vague de départ, certes, il y a des émissions, mais il faut aussi moyenniser en intégrant cette période de stagnation, voire d'absence de départ pendant au moins 2 ans. Donc, on sait que dans une entreprise, il y a un turnover moyen
Donc, si on intègre ces 2 ans, on moyennise un petit peu. Et effectivement, on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, je crois que les dernières statistiques étaient en France à 49% de volonté de changement de poste. Volonté de changement de poste, qui n'était pas forcément lié à un sujet de rémunération. Volonté de changement. Donc, de quoi avons-nous besoin? Est-ce qu'on doit former nos salariés par rapport à nos nouveaux besoins d'entreprise? Est-ce qu'on doit leur donner de la formation pour leur donner envie aussi et le sentiment d'évoluer, de se nourrir, comme vous le disiez tout à l'heure? Le plan de continuité d'activité, il est encore d'actualité puisqu'on est encore dans cette période intermédiaire et avec la politique RSE qui prend aussi de l'ampleur et qui souvent, alors j'ai entendu personne me dire, mais souvent j'ai des DRH qui me disent on m'a collé la RSE, Madame Sori, on m'a collé la RSE parce qu'on RH et RSE, c'est vrai que c'est des sujets qui sont souvent plus soit gérés par les mêmes personnes ou au moins pilotés avec les RH. Puisqu'on va en parler un petit peu. Ce sont des sujets qui impactent beaucoup la marque employeur, l'image de l'entreprise et donc la façon de gérer est importante et a des liens importants, des connexions importantes avec les ressources humaines. Et justement, la marque employeur, alors, effectivement, il y a des mots, quand on parle, alors moi je travaille avec beaucoup de petites entreprises aussi, quand on parle de marque employeur, c'est un bien grand mot, mais tout le monde a une marque employeur. Par contre, tout le monde n'a pas besoin de faire des réseaux sociaux tous les jours, etc. Moi je dis toujours, si c'est pour faire des réseaux sociaux une fois par mois ou tous les 6 mois, autant ne pas en faire, c'est que ce n'est pas adapté. Mais tout le monde a une marque employeur. Madame, quand vous parliez de faire par rapport à vos saisonniers et autres, c'est de la marque employeur aussi, et tout particulièrement. Donc, il y a beaucoup de mots en ressources humaines qui sont parfois un peu galvaudés, mais qui ont une réalité concrète. Et c'est cette réalité concrète. Je ne pense pas que vous soyez tous concernés par nature. Le dialogue social, c'est avec les représentants du personnel. C'est vrai que cette période des 2 dernières années a souvent été, surtout dans les entreprises qui fonctionnaient normalement, une période plus calme avec les représentants du personnel, voire une absence d'échange plus ou moins forte. C'est aussi le moment d'essayer de renouer une discussion avant que les choses parfois prennent de l'ampleur, parce que souvent les représentants du personnel nous permettent de dégonfler les sujets qui existent au niveau des salariés. Selon la taille de votre entreprise, effectivement, vous n'êtes pas forcément concerné. Mais je dis toujours, quand on n'a pas de représentant du personnel, pourquoi pas de s'en créer? Parce qu'il est toujours important d'avoir un relais entre nous et nous, RH, et les salariés. Ne nous coupons pas d'un réseau. En fait, les représentants personnels sont un réseau. Le lien direct est un moyen aussi. Donc, tous les canaux sont bons. Alors, quand on s'est dit tout cela, c'est vrai que ça fait un peu mode défi, hein, parce qu'effectivement, les sujets sont importants. La montagne est là, c'est encore l'actualité, hein. La neige n'est plus très présente. Donc, tout d'abord, parlons démarche. Chacun doit appréhender son contexte. Chacune des entreprises est différente de par son univers, de par ses salariés, de par ses dirigeants. Donc, jamais, en tous les cas, à mon niveau, je ne viendrai en vous disant aujourd'hui, il faut faire ça, il faut apprendre à mon manager à faire ça. Non, il faut appréhender votre contexte. En fonction de votre contexte, de vos enjeux, de vos objectifs, les choses pourront être déroulées ensuite. Deuxième étape, se dire qu'il faut essayer de dépasser, même si la crise est encore là dans une certaine mesure, parce que les crises se succèdent, on voit bien, et très certainement, je ne suis pas, je ne suis pas au gouvernement, ou je ne vais pas dire particulier pour quelconque gouvernement, mais très certainement les crises vont se succéder dans un domaine ou un autre. Donc il faut qu'on essaie de dépasser cette gestion de crise pour accompagner ce qu'on va dire l'adaptation au moins de l'entreprise, même si on n'est pas
en parfaite gestion d'accompagnement pour le moment du changement, au moins d'essayer d'être en mode adaptation, réfléchir à l'étape d'ensuite, sinon on est enfermé dans notre quotidien. Et le quotidien, c'est effectivement un mode crise. Par rapport aux ressources humaines, il est peut-être temps de se reposer quand on dépasse la gestion de crise et de se dire, on va essayer de comprendre, d'intégrer et de valoriser nos ressources humaines. Ok, tout le monde était un peu au fourre-moulin ces derniers temps. Voilà, on se pose et on essaye de se dire qui est autour de la table, qui est avec nous, de quoi a-t-on besoin et comment travaillons-nous ensemble. Et alors, pour se dire que, effectivement, la vie n'est pas facile et on est en crise, certes, mais reprenons cette expression d'un philosophe grec, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, comme quoi, mais on y arrivera. Tous les changements, non pas pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas. Et pour devenir ce qui n'est pas, le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui n'est pas par nature. Ça rend la tâche un peu plus compliquée de travailler à quelque chose qui n'est pas. Quand on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire pour ensuite, il va falloir définir cette chose qu'on ne connaît pas. La première chose qui me semble vraiment importante sur laquelle il me semble important d'insister, c'est quelle action concrète. Je pense que nos salariés, nos managers, on va vraiment marre de rester dans la théorie. C'est justement ce qu'on va essayer de ne pas faire aujourd'hui, dans des mots. Mais quelles actions concrètes on entreprend? Le triangle de la performance, il est valable. Il est valable parce qu'en fait, c'est juste une feuille de route. Je pense qu'on a tous déjà un peu vu sous une forme ou une autre. On écrit des objectifs, on écrit nos moyens, on écrit les résultats que l'on voudra. Et en fonction, on cherche comment on peut trouver la bonne façon de faire et on vérifie qu'on a été efficace ou efficient. Voilà. Et c'est toujours le même système qu'il faut reproduire. Il faut s'astreindre à le poser à date en disant, voilà, qu'est-ce que l'on entreprend aujourd'hui? Et alors, je voulais prendre une petite minute parce que j'ai lu cette légende, cette anecdote, on parle de l'effet Cobra, peut-être que certains connaissent déjà, il y a quelques temps, et je me suis dit, voilà, celle-ci, je pense qu'elle est particulièrement adaptée. Alors, attention à poser le concret jusqu'au bout. Quelle est cette petite anecdote? En fait, du temps de l'Inde coloniale, le gouvernement britannique avait un gros souci à Delhi, il me semble, avec les cobras sauvages qui étaient dans Delhi. Monsieur connaît Delhi, il était là au moment de l'Inde coloniale. Et en fait, ces cobras sauvages étaient partout. Et donc, le gouvernement britannique dit prix à ceux qui ramènent un cobra sauvage. Voilà. Ça fonctionne du feu de Dieu, les cobras arrivent. Et comme les personnes se disent, ouh, l'argent est assez facile comme ça, c'est un vrai business, ben, on va élever des cobras, puis on ramènera les cobras, on aura de la prime et on continue, on continue. Face à cela, le gouvernement dit, oh, ah non, ça ne va pas. La prime ne fonctionne plus, le système. Donc, ils ont dit, la prime cesse. Je ne fais pas cet exemple pour faire des similitudes avec des événements récents par rapport à des aides concrètes d'État. Hein. C'était vraiment... Donc, ils disent, on arrête la prime. Toutes les personnes qui avaient des cobras disent plus de prime. Les cobras, on les met dans la rue et basta. Ce qui fait qu'au départ, nous avions, on va dire, un pourcentage de 5% de cobras et qu'à la fin, le pourcentage de cobras était par exemple de 30% dans la vie. Tout ça pour dire que poser le concret jusqu'au bout, ça veut dire que parfois, quelque chose qui paraît une solution efficace pour résoudre le problème immédiatement peut avoir des effets beaucoup plus néfastes à terme que la situation première. Cet exemple, je le trouve assez parlant et peut être parlant pour beaucoup de personnes, pas seulement des salariés, et se pousser à réfléchir des choses, un, concrètement, et deux, jusqu'au bout, c'est important et c'est rarement facile de le faire tout seul. Pour ceux qui n'aiment pas les serpents, je ne les aime pas particulièrement non plus. Voilà.
Quels sont nos enjeux? Tout simple, hein, au niveau RH et direction avec la RH, c'est qu'il va falloir que, comme d'habitude, c'est bon pour toi? Faut que je parle plus fort? Non, c'est bon. Pour vous, oui. Comme d'habitude, on analyse, on anticipe et on répond. Donc, c'est toujours les mêmes sujets. Et vraiment, je souhaitais vous introduire la notion de performance durable. Durable, on en entend beaucoup parler, mais pour moi, il y a 3 prismes aujourd'hui. Le prisme historique, économico-financier, comment notre entreprise arrive à atteindre des résultats en termes économiques et financiers. Jusqu'à ces dernières décennies, ça fonctionnait bien, et même les salariés en étaient contents d'avoir une entreprise qui fonctionne bien. Un deuxième prisme, une deuxième couche est venue s'ajouter, c'est ce qu'on appelle la performance sociale. Comment nos salariés se développent dans notre entreprise, s'épanouissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, on entend beaucoup aussi se rajouter ce troisième prisme à prendre en compte pour une performance qu'on nomme durable, c'est le fameux environnemental et sociétal. Donc, c'est à la fois pour cette marque employeur, mais c'est aussi tout simplement que l'entreprise a des devoirs par rapport à l'environnement, la société. Et quand on reparle du contexte actuel, on voit bien aussi que, par rapport à l'Ukraine tout simplement, les entreprises ont de suite pris des décisions financières par rapport à ce qu'ils estimaient être leur responsabilité environnementale ou sociétale. C'est un exemple assez parlant, très fortement parlant. Et c'est uniquement si on intègre ces 3 prismes dans notre réflexion que l'on pourra parvenir à définir un projet qui soit en phase avec une performance durable. Avant de parler concrètement de ce qui est managé de façon participative et inclusive, quelques postulats. Tout à l'heure, on a dit on est tour à tour manager, animateur, collaborateur, collègue. De plus en plus, il y a même un manager hiérarchique, passant transverse, etc. Pour moi, on est des communicants. C'est pour ça que dans le sujet, on parlait aussi de la communication, pas de management. Avec des clients aussi. Enfin, toute situation. J'ai pensé à vous tout à l'heure, quand vous avez parlé, autant de styles que de managers. On est des personnes, chacun est une individualité. Voilà, il n'y a pas que des salariés différents, il y a aussi des managers différents, puisque des personnalités différentes. Ce qui compte, au final, est-ce que ce ne serait pas plutôt de dire qu'il faut manager avec justesse et bienveillance? Voilà, rester soi, mais trouver le management juste et bienveillant. Et ensuite, au-delà des personnalités, il y a aussi autant d'approches que de situations et d'individus. Donc, c'est ce qu'on peut nommer un management situationnel, en fonction de l'affaire et du contexte, et individuel aussi, tenant compte de l'individu. Et vraiment, avant de partir sur le reste, ce qui compte, à mon sens, c'est se connaître en tant que communicant, en tant que manager, et travailler sur son agilité managériale. Connaître des méthodes, des outils, s'ouvrir, comme on le fait aujourd'hui, à des choses qui vont permettre d'entretenir et de travailler son agilité pour s'adapter aux autres tout en restant soi. Voilà. Tirer le meilleur de soi avec les autres. Je ne vais pas reprendre tout cela, mais c'était juste pour nous remettre dans le bain. On le sait, voilà, on l'entend, mais en ce moment, grossièrement, on a X, Y, Z qui sont là. Comme vous le voyez, voilà, on ne va pas redonner, on a tout ça sur Internet, mais ce sont des profils qui sont différents, qui ont des attentes différentes. Vous voyez, les plus, les moins, à chaque fois, ce sont vraiment des personnes qui ont des atouts et des façons d'aborder les choses et des craintes et des envies différentes. Donc, tout ça pour dire que forcément, cette situation-là, hier, aujourd'hui comme demain, elle impacte sur notre façon de communiquer par nature. On ne peut pas répondre à tous ces besoins en même temps. Voilà. Désolée, alors la parité,
Voilà. Il faudrait la quatrième génération. Si vous souhaitez, on pourra vous la partager, cette diapo, parce que c'est vrai que c'est assez long, mais c'est vraiment pour se remettre dans le plat. Donc, une fois qu'on a vraiment campé notre contexte, qui, à mon sens, et en mode projet, on dit toujours, camper le sujet et le poser doit être plus long. Alors, ça stresse beaucoup les personnes, les dirigeants, doit être plus long que le reste ensuite. Il faut prendre le temps de bien poser la situation. Pourquoi aujourd'hui, on vous propose, on entend de favoriser des approches participatives et inclusives? Par nature, vous allez voir que ces approches, c'est au service de l'accompagnement du changement. Et comme on change beaucoup, et que ça change tous les jours, et que ça changera, voilà, si on ne maîtrise pas un tout petit peu ces leviers-là, c'est compliqué de les actionner au bon moment pour bien accompagner ces changements. Ces approches-là sont plus alignées, on peut dire un mot gentil, à l'évolution du rapport au travail et des relations humaines et particulièrement des générations qui arrivent les dernières générations sur le monde du travail et celles qui arrivent. Et ensuite, alors c'est peut-être plus ou moins fort pour les différentes entreprises, mais on va voir qu'elles sont plus sources de créativité, donc créativité dit compétitivité aussi, et de performance durable, parce qu'elles permettent d'inclure développer toutes les compétences de chacun. Donc, je vous donne aussi un peu de matière pour expliquer à vos dirigeants ou à vos salariés pourquoi c'est bien aussi d'introduire. On n'est pas en train de se dire qu'on va peut-être passer vice-versa, qu'ils fassent. Pourquoi introduire de telles approches? Voilà pourquoi ces approches sont reconnues. Si on se recampe le sujet, aujourd'hui, traditionnellement, on parle de CAC management. Vous verrez que moi, je n'introduis pas le management inclusif comme la cinquième roue du carrosse, comme je ne suis même plus paternaliste ou autre. Voilà, il y a 4 types de fonctionnement, on va dire, et on n'est pas forcément un manager directif. Hein. On est tout, généralement, avec des prédominances et des façons de faire qui sont plus les nôtres ou des habitudes. Là où on est plus centré résultat, c'est-à-dire l'objectif, paf, souvent c'est directif et délégatif. Directif, le manager est plus impliqué. Le délégatif, il se met plus en retrait, il fait plus fonctionner son collectif. Ceux qui sont plus centrés sur la relation humaine, c'est plus des managements, on va le voir ensuite, hein, persuasifs, participatifs. Même chose, le persuasif, c'est celui qui va être plus, en tant que manager, impliqué directement, persuade, comme indique. Participatif, là, il va essayer d'amener son collectif avec lui, mais il sera toujours centré sur la relation. Grossièrement, on va passer rapidement sur les autres types, mais quand vous regardez, j'essaie de regarder sur la caméra qui porte de temps en temps, j'ai des brefs moments, désolée pour les personnes à distance. On prend les habitudes du présentiel. Vous avez donc les directives et vous avez énuméré un peu le type de managers et de collaborateurs qui sont concernés. Donc là, le directif, il va définir les missions, voilà, et après, il faut dérouler. Donc, attention, c'est des collaborateurs excessivement dépendants et qui ne savent pas quoi faire tout seuls. Donc, on reprend un peu tout ça pour voir la différence ensuite dans nos approches. Le persuasif, lui, comme on l'a dit tout à l'heure, il l'emmène son collectif, il essaie de persuader les personnes, de dire, allez, j'ai décidé ça, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Donc, lui, il gère avec la relation. C'est moins la baguette, c'est caricatural, mais c'est pour donner des caricatures de profil. Attention, là, ça peut être épuisant, parce que toujours persuader, c'est du temps, c'est chronophage, et ça ne fonctionne pas toujours, ça dépend des profils en face. Je passe au délégatif avant de nous centrer sur le participatif.
Le délégatif, lui, il encourage la prise d'initiative. Il a défini un fonctionnement et il dit, voilà, allez, donc qui va faire quoi, on fonctionne en équipe, etc. Et là, attention, c'est que c'est souvent pour des collaborateurs plutôt expérimentés. On peut fonctionner comme ça, expérimenté, autonome. Parfois, le manager délégatif peut donner le sentiment d'oublier ses équipes parce qu'il les laisse en autonomie et comme elles fonctionnent bien en autonomie, lui, il est de plus en plus délégatif et il arrive un moment, il est plus. On va parler du participatif et on va s'y attarder ensuite sur les prochaines diapositives. Le participatif, c'est celui qui est basé sur l'écoute, comme on a vu, il est tourné vers la relation humaine. Et son objectif, c'est d'élaborer des solutions en commun. On parle souvent de l'arbitre ou le manager conciliateur, facilitateur. Il est efficace pour les managers qui savent écouter. Et savoir écouter, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a beaucoup de personnes qui parlent, de 1 et de 2 par période de complexité. Et aussi, souvent, plus pour les collaborateurs un peu expérimentés. Quelqu'un de très junior, ça va parfois être difficile de mettre en mode participatif. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas envie de participer aussi. C'est difficile de persuader. Et souvent, sur le participatif, on entend les personnes nous dire « Oh là là, on est tombé dans la réunionnite ». Tout le monde a déjà entendu parler de ce terme. Donc, on va voir après les différentes approches participative et inclusive, mais le but, c'est de se dire, nous ne sommes pas un manager et nous ne devons pas être un seul manager. Vraiment, restons sur l'histoire d'agilité. Alors, si on se focus d'abord sur le management participatif, avant de parler d'approche inclusive. Les termes souvent utilisés pour le participatif, c'est qu'on doit soutenir, inspirer et impliquer. Alors, soutenir, on voit bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on est là en soutien, donc on ne le fait pas en direct, mais on est là, l'équipe sait qu'on va l'aider en backup ou de manière concrète si besoin. Inspirer, je ne sais pas si vous l'entendez souvent, mais inspirer, c'est important parce qu'en fait, il y a la notion aussi d'exemplarité souvent derrière, mais le manager doit insuffler aussi quelque chose qui donne le cap, qui donne l'envie de faire, qui donne aussi le mode de fonctionnement, etc. Et ça sera important pour l'inclusif. C'est-à-dire que si on n'inspire pas aussi le fait d'être dans l'inclusif, ça ne fonctionne pas. Impliquer, alors ça, vous avez participatif, le terme est clair à propos de l'implication. Il faut réussir à créer l'envie de fonctionner avec vous et d'être dans l'action. Donc, que ce soit dans la prise de décision que dans la résolution des problèmes. En fait, un management participatif, c'est que les collaborateurs sont inclus sur les sujets qui les importent à partir du moment où on commence à chercher quelle décision on doit prendre. On a le problème, on se réunit pour voir comment chacun aborderait les choses et définir une solution, démarche, et ensuite on la met en œuvre ensemble. Ce n'est pas uniquement j'ai décidé que, et on travaille ensemble pour le faire. C'est la différence avec du délégatif et du directif. Dans le participatif, on mise sur l'intelligence collective. Ça, c'est le terme à la mode qu'on entend tous parler. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Participatif, ça veut dire qu'on favorise le co-développement, la co-création. Donc, on fait des projets. On essaye de faire un peu d'émulation, de créer des moments d'émulation pour que les personnes puissent, en collectif, donner des informations, des idées qui vont servir justement à ne pas rester sur notre seule vision, notre seule fenêtre. Et pourquoi c'est particulièrement apprécié dans ce nouveau rapport au travail, c'est que ce sont des fonctionnements qui favorisent la reconnaissance des individus, puisqu'on leur demande leur avis, on les implique, et l'épanouissement au travail. Quels sont les principes? Donc, les termes souvent employés, c'est l'animateur,
Alors, on parle beaucoup de management de proximité. Proximité, ça ne veut pas dire forcément être à côté. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent plus dans du à côté. Pourquoi j'ai remis le terme de proximité ou intégré dans la vie quotidienne? C'est justement pour s'éloigner de notre fameux délégatif en disant il faut quand même, quand on est dans du participatif, être dans un certain quotidien, créé virtuellement comme nous aujourd'hui ou physiquement, ou les deux. Mais en tous les cas, il faut être auprès, il faut connaître ses salariés et parler avec. Et on ne peut pas le faire si on n'est pas dans un quotidien. C'est quoi les piliers de faire du participatif? Et du coup, quelques qualités au passage. L'écoute active. Dire, on n'est pas juste là pour dire, moi, hop, je vais nous faire une demi-heure de baratin, j'écoute et après, voilà, écoute active, on mémorise, on reformule, on se dit, ah, le coup d'après, c'est peut-être ça, voilà, on est actif. L'ouverture d'esprit. Effectivement, si on n'est pas prêt à entendre ce que les autres ont envie de nous dire, il ne faut pas faire du participatif parce que le but, c'est de les faire parler. Si on ne veut vraiment pas l'entendre, il ne faut mieux pas lancer le sujet. Il faut savoir déléguer, donc accepter un certain lâcher-prise au travail, ce qui n'est pas forcément évident quand l'entreprise ne va pas très très bien. On a envie de tenir les rênes en tant que manager, et là, il faut justement accepter de laisser un peu de mou. Je ne suis pas experte dans les rênes, mais c'est ça. Et être en concertation avec ses équipes. Accepter d'être autour de la table et de se mettre à un certain niveau qui est en mode animateur et non plus le patron au-dessus de tout le monde, de la hiérarchie. Il faut être attentif à une certaine cohésion de l'équipe. Il faut être vigilant et c'est vrai qu'il y a toujours des petites histoires, des petits sujets, donc il faut trouver le juste équilibre pour que l'équipe fonctionne bien, soit bien ensemble, sinon vous allez mettre autour de la table, il n'y aura pas d'envie. Et la bonne communication, ça c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des qualités de communicant. Quand on parle d'animation, il faut avoir quelques pratiques habituelles et varier les plaisirs en termes d'animation pour que les personnes aient envie aussi de prendre ce temps ensemble. Parce que vous pouvez avoir aussi des salariés encore qui voient ça comme chronophage, de prendre du temps ensemble et qui disent oh là là, tout ça pour ça, et après, quoi de concret? Donc il faut quand même donner l'envie, donner du concret ensuite. Pourquoi on se donnerait autant de mal? Quels sont les avantages à tout cela? Donc effectivement, la grande notion aujourd'hui, et ce qui est recherché aussi beaucoup par nos salariés, c'est de développer le bien-être au travail. Se sentir bien au travail, c'est quelque chose qui est dit et redit depuis des années, mais qui aujourd'hui prend une dimension particulière puisque les salariés sont prêts à tout arrêter, quelles qu'en soient les conséquences. On parlait de 49%. Effectivement, on a des salariés qui ont arrêté, qui ont changé de voie, qui, voilà, élever des chèvres, autrefois c'était drôle dans l'expression, mais aujourd'hui c'est une réalité. Les personnes sont capables de tout lâcher du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas d'épanouissement au travail. On n'est pas sur 99%, mais le pourcentage a beaucoup évolué. Et ce qu'il faut prendre en compte, pardon, aussi, c'est la frustration aussi de ne pas pouvoir éventuellement faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être très mal, non épanouies, qui n'auront pas la possibilité, pour X raison, le courage de le faire, de changer de voie, et qui vont rester là et qui vont être frustrées. Ça serait pire, les conséquences sont pires au quotidien que des personnes qui prennent leur courage à deux mains et qui ont la possibilité de changer de voie. Ou d'entreprise. C'est-à-dire du tennis. Donc, effectivement, c'est certain, ça améliore l'implication par nature, puisque ce sont des décisions que l'on a travaillées ensemble. Ce qu'on nomme la loyauté auprès de l'entreprise, voilà, et ça réduit, dans une certaine mesure, le turnover. Ça favorise l'autonomie, la responsabilisation, puisque les personnes, une fois que tout a été décidé ensemble, on déroule, donc en principe, on peut dérouler seul, de façon responsable. Ça a tendance à limiter les tensions entre les salariés et la hiérarchie, puisque la hiérarchie ne se positionne plus en donneur d'ordre unique, donc ça peut limiter certaines tensions.
et l'ambiance globale au travail. Et, notion importante aujourd'hui, la productivité est impactée, puisque les personnes sont plus impactées, et la créativité, puisque les idées ont fusé au moment, effectivement, des partages. Donc, une fois qu'on se dit ça, on a envie de le faire. Par contre, il faut être conscient des limites. Ça prend du temps. Ça allonge le processus de décision. Et donc, c'est un coût direct et indirect. Hein. Le temps de réunion est un coût. Bien d'accord. Et le coût indirect, bah, si la décision prend plus de temps, ça peut avoir un impact si c'est sur un produit, sur le marketing, etc. Ça impose des compromis, forcément. Donc, qui dit compromis dit parfois que personne n'est d'accord et que tout le monde est mécontent. Soyons-en conscients, sur certaines décisions, ça peut être le cas. Et c'est plus adapté aux générations YZ que, en général, c'est plus ces générations-là qui sont vraiment totalement aguerries au sujet. Et on peut avoir aussi des phénomènes qu'on dit de résistance passive, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de participer et que n'arrivera pas à convaincre. Et celles-ci peuvent être en mode passif, c'est-à-dire qu'elles font en sorte que rien ne se passe et ça ralentit la machine. Et alors, ce qui est certain, c'est qu'en situation de crise aiguë, ça manque d'efficacité. Donc, on revient à notre sujet, c'est un levier, mais attention, au moment de l'actionner, on ne peut pas être toujours en participatif et toutes les entreprises ne peuvent pas être en participatif sur tous les sujets, sur tous les moments. On va passer sur l'approche inclusive. Alors, vous avez vu que je ne parle pas de management inclusif, parce que pour moi, ce sont des approches inclusives. On introduit plus de notions d'inclusif dans notre management, et un manager directif peut aussi essayer d'être dans l'inclusif. C'est plus courant que le manager dit participatif, délégatif, ait envie d'être dans l'inclusif, mais ce n'est pas exclu. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parle pas d'un manager inclusif, je parle d'approche inclusive dans son management. Brièvement, je pense que tout à chacun, on sait qu'on a un socle réglementaire coercitif, c'est-à-dire que c'est les fameuses lois qui fonctionnent par si vous ne faites pas, vous paierez, cher, de plus en plus cher, et vous devez faire plus, de plus en plus, même si votre entreprise n'est pas adaptée ou voilà. Donc, effectivement, en cas de contrôle, on ne va pas se le cacher, il est rare qu'on soit parfaitement en phase avec toutes les règles. Pour avoir été plusieurs fois accompagné des clients à la halte, je vous assure que c'est assez impressionnant quand on arrive, dit vous ne respectez pas ça, ça, ça. Alors que les clients sont plutôt de bonne volonté. Donc, il y a des lois. Alors, vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que ces lois, c'est lutter contre l'exclusion. C'est favoriser au mieux, maintenant, c'est favoriser la diversité. L'inclusion, n'entendant pas trop parler. Donc, on lutte contre. Donc, on lutte contre les exclusions, la loi de 98. Tout ce qui est dans le code du travail, c'est non-discrimination. C'est toujours négatif. Donc, je vous ai réécrit. Qu'est-ce que c'est lutter contre l'exclusion? C'est garantir l'accès à tous les services, le traitement égalitaire, le principe de traitement égalitaire bien connu, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine, d'orientation sexuelle, d'état de santé. Tout ça, on en entend parler depuis des années et on sait que c'est existant. Et attention, coup de bâton si on respecte. Plus récemment, on entend beaucoup parler aussi de tout ce qui est entretien professionnel, les congés de paternité, l'index égalité, pas pour tout le monde ici, mais voilà, qui nous prend au nez, même pour les petites entreprises, peut-être à un moment ou à un autre. Tout ce qui est plan de relance qui est en faveur des jeunes. Alors, l'idée, c'est pas de se dire que ce ne sont pas des bonnes mesures. L'idée, c'est de se dire qu'on lutte contre. Et en fait, l'idée, aujourd'hui, plus contemporaine et plus recherchée pour une performance durable et pour des salariés qui ont envie de rester, ce n'est pas de lutter contre, c'est de donner corps à ce qu'on appelle une culture inclusive. Donc, si on reprend ce qu'on vient de dire, c'est de dépasser ce sens négatif, on lutte contre, et plutôt de passer à on recherche, et de
démarche volontaire et constructive. Et on essaye aussi de dépasser une approche en silo. Alors, on parle beaucoup de silo dans notre cadre réglementaire parce qu'en fait, on fait des jeunes, on fait des seniors, on fait des femmes, maintenant on fait des pères. Et en fait, on fonctionne par lutter contre quelque chose par type de personne. Alors qu'au départ, c'était justement pour favoriser la diversité. Donc en fait, voilà. Après, on va dire, bon, sujet orientation sexuelle, sujet, voilà, on passe par silo. Et donc, la notion d'inclusion, on va le voir, c'est une notion qui concerne un fonctionnement global et non pas de dire on fait de l'inclusion pour les jeunes. Notre entreprise a décidé de faire de l'inclusion pour les jeunes. Non, en général, ce qui est recherché aujourd'hui, c'est d'écrire une politique, une culture d'inclusion globale. Et pourquoi l'inclusion n'est pas, en fait, ce n'est pas du tout la même chose que, excusez-moi, c'est moi qui ai allé trop vite, la force de parler. Donc, en fait, on passerait d'une série d'actions en faveur de la diversité, donc à une vraie culture de l'inclusion, donc transversale, ce qu'on vient de se dire. Donc, l'idée, c'est, dans l'inclusion, on reconnaît la différence de chacun, on l'accepte, c'est la deuxième étape, et on la favorise. On essaie de développer sa différence pour qu'elle nous apporte quelque chose. Ça, c'est une culture inclusive. L'étape optimale, c'est de se dire, on recherche justement cette différence chez les autres. Au-delà de se dire, on prend ce qu'on a, on identifie, on prend ce qu'on a, l'étape d'après, c'est qu'on recherche justement les différences pour que notre entreprise ait un potentiel collectif plus fort. Vous voyez ce que je veux dire entre partir de ce que l'on a et rechercher? C'est encore une étape supplémentaire. Tout cela dans le but d'engager et de valoriser chacun des individus qui composent le collectif. Pourquoi on le ferait? Tout comme le management participatif, il y a des avantages et ils sont similaires. Le bien-être au travail, l'esprit d'équipe, l'esprit d'ouverture. Donc ça vient aussi compléter un management participatif. Le niveau d'engagement, l'efficacité ensemble, puisque chacun se sent reconnu dans sa différence, donc il peut se laisser aller dans sa totalité. Souvent, on dit que ça développe, en fait, au final, le sentiment d'appartenance au collectif, puisqu'on a trouvé sa place dans le collectif, donc on peut appartenir au collectif. On n'est pas obligé de se fondre dans un moule. Et une certaine confiance dans l'organisation. J'ai ma place dans cette organisation, je vois ce que chacun fait, comment chacun prend ses positions. Donc, voilà, je me sens bien. Tout à l'heure, on en a parlé, mais là aussi, en allant chercher la différence de chacun et en la laissant s'exprimer, en la valorisant, on va aussi, par nature, favoriser la créativité, laisser s'exprimer les choses et donc l'innovation. Et alors, la marque employeur, on va pas reparler longtemps de cela, mais dans cette guerre des talents, effectivement, c'est à la fois quelque chose qui est très apprécié des collaborateurs et des candidats, de voir à quel point on recherche cette différence. Et pour les personnes en poste, ça donne ce sentiment de confiance dans l'organisation et d'appartenance, donne une loyauté développée. Par contre, attention vraiment là sur l'inclusion, des points de vigilance aussi forts pour participatif. Et c'est là-dessus que j'avais passé les étapes tout à l'heure. L'inclusion n'est pas un plus de l'intégration. Faire de l'inclusion, c'est pas, pour moi, ça n'a rien à voir avec la lutte contre les exclusions. Ce sont deux sujets différents. Faire de l'inclusion, c'est une démarche en fait pour optimiser son entreprise au final. Pour optimiser et aller vers une performance durable. Ce n'est pas pour répondre à des obligations légales. C'est on recherche comment valoriser nos ressources humaines, intégrer nos compétences, comment faire en sorte qu'on ait un potentiel humain utile et utilisé au maximum, voilà, pour que les salariés se sentent épanouis et que notre entreprise ait les résultats qu'elle attend.
Donc, ça n'a au final pas grand-chose à voir avec la lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes, par rapport à l'âge ou des choses comme ça. Alors, c'est un peu particulier, peut-être, ça vous étonne peut-être comme approche, mais en tous les cas, quand on pose les sujets, ça mérite réflexion. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les deux, ça n'a rien à voir. Au Je final, suis particulièrement formé pour tout ce qui est non-discrimination dans l'immobilier. C'est un sujet un peu fort. Et donc, on a des formations à ce sujet-là, et c'est vrai que c'est très bien. Voilà, et donc c'est pour ça que souvent maintenant on parle de culture inclusive et d'approche inclusive et qu'on essaye de décrocher cela. Et malheureusement, ça reste un peu accroché parce que même au niveau des lois, ils essayent de laisser le lien pour que les entreprises se sentent un peu poussées à, parce que, ne pas se cacher, l'aspect coercitif et financier a souvent motivé les entreprises. Mais le problème, c'est que ça ne motive pas de façon très constructive et qu'aujourd'hui, j'en parlerai un tout petit peu après, mais aujourd'hui, les collaborateurs partent très très loin dès lors qu'ils sentent que l'entreprise fait des choses uniquement dans un aspect coercitif et réglementaire. Ils ont envie de trouver du vrai et non pas une politique affichée pour un contrôle pénal ou une politique affichée pour attirer le client, le marketing social, ils connaissent sans s'en est dedans. Donc, inclusion n'est pas en plus d'intégration, vraiment, ça c'est vraiment une formule importante. Capacité de tous à valoriser la différence pour en faire un atout. La nature humaine fait qu'on n'est pas face à la différence, voilà. La nature humaine a tendance à rejeter la différence. Voilà. Donc, que tout à chacun, collaborateur comme manager, on arrive à intégrer la différence de l'autre, ben, il faut apprendre à communiquer et à se connaître et à ne pas avoir peur les uns des autres. En entreprise, il y a aussi une notion de peur par rapport au profil des autres. Il y a des profils qui sont compatibles, d'autres moins. Vous avez peut-être déjà vu en formation de communication. Donc, ça, il faut le travailler. Ensuite, quand tout le monde est capable d'accepter la différence, il faut aussi que chacun trouve et prenne sa place. Parce qu'une fois qu'on s'est dit, allez, on est tous différents, ben oui, mais quelle est la place de chacun? Donc, c'est aussi une étape. Et c'est ce qu'on vient de dire, dépasser ce stade de l'intention affichée, ces mots-là me parlaient, à des actes vrais et concrets. On peut parler même de vulgariser, d'opérationnaliser le terme inclusif, surtout dans les entreprises à dimension humaine. On arrive, oh, on va faire une culture inclusive. Alors, déjà, en plus, dans la culture, ah bon, non, mais ok, mais c'est quoi? Et même, on l'a dit à l'instant, les réseaux sociaux, même dans des entreprises mode start-up ou autres, avec des profils un peu particuliers, les réseaux sociaux, ils en mangent, ils le mangent, c'est même eux qui le nourrissent. Donc, je pense qu'il faut dépasser ce stade de vouloir faire du marketing social et de la marque employeur affichée et peut-être revoir à des dimensions plus raisonnables, si on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais enfin, commencer par quelque chose de vrai et concret et le faire évoluer. Parce que aujourd'hui, même si le candidat va venir ou le collaborateur va rester en se disant c'est bien cette politique affichée, ça ne va pas durer longtemps. Et effectivement, on revient à ce qu'on disait, les personnes, s'ils voient qu'il n'y a pas de vrai ou de concret, surtout les dernières générations, et celles qui arrivent, ça sera radical, ils ne resteront pas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais aujourd'hui, on parle de la fin des CDI. Les personnes veulent des CDD, enfin, n'ont plus rien à faire d'avoir une embauche à durée indéterminée. Aujourd'hui, les personnes, ils recherchent une aventure. Voilà, une aventure humaine, une aventure qui les développe, voilà, qui leur permet de faire ce qu'ils veulent à côté, aussi, financièrement notamment. Et surtout, n'oublions jamais, et ça en RH c'est très très fort, d'intégrer ce qu'on appelle le paradoxe temporel. C'est un peu en lien avec le précédent message. En RH, quand on fait quelque chose maintenant pour après, il faut aussi le gérer en ce moment. Donc si vous arrivez en disant on va faire de l'inclusif,
on intègre tout le monde et que tout le monde n'est pas prêt ou que vous n'avez pas mis en place les démarches, il faut que vous écriviez une démarche par étapes et que vous soyez conscient que ça va se faire progressivement, que vous allez certainement devoir revoir votre feuille de route en cours de vie. Mais en tous les cas, le paradoxe temporel est difficile à vivre parce que c'est un changement et le changement est long. Donc, n'oubliez pas cette étape-là, surtout dans des idées un peu novatrices comme l'inclusion. Ce que je vous propose pour les derniers moments qu'on passe ensemble, c'est de parler de quelques pistes qui, par nature, ne vont pas forcément correspondre à vos entreprises, à vos clients, enfin, à chacun d'entre vous, mais c'est vraiment des pistes. Je voudrais juste vous poser une question. Pour vous, c'est quoi la différence entre l'inclusion et la discrimination positive? Alors, la discrimination positive, c'est encore forcer à ne pas faire quelque chose. Oui, mais parce que moi, ce qui me gêne dans votre déroulé, c'est que justement, l'entreprise, elle est quand même. C'est-à-dire, en France, on ne peut pas faire des catégories. On ne peut pas se dire, tiens, j'aimerais bien avoir 2% de LGBT dans mon entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, ça me paraît difficile à mettre en œuvre. Parce que quelque part, comment est-ce qu'on peut l'avouer? Alors, l'inclusion, quand on dit transversale, ce n'est pas quand on dit aller rechercher la différence, ce n'est pas se dire je vais rechercher X% de telle tranche de jeunes ou de telle. Justement, c'est juste d'aller rechercher peut-être des compétences, on va en parler, de se dire mais pourquoi je ne m'ouvrirais pas à des profils hétérogènes? D'habitude, je m'interroge, mais voilà, c'est plus de rechercher la diversité, non pas par obligation, mais par souhait d'étoffer notre potentiel humain. Et en fait, quand la discrimination positive, elle, pour moi, quand je parlais tout à l'heure d'un passage de lutter contre les exclusions à favoriser la diversité, je pense, pour vous rejoindre, que les lois de ces dernières années ont évolué pour ne pas être dans la lutte, mais essayer de la favoriser. Mais les fonctionnements légaux demeurent un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous devriez favoriser parce que c'est très bien pour vos équipes, blablabla. Mais si vous ne le faites pas, sachez quand même que si on passe, ça sera 5 000 € par tête de... Pour moi, la discrimination positive, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Que ce soit naturel, spontané. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous êtes dans un contexte légal. Par exemple, dans le même ordre d'idée, vous devez avoir un pourcentage de personnes handicapées dans votre entreprise. Par contre, vous n'avez pas le droit de publier l'offre comme quoi vous cherchez une personne handicapée. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la loi, elle est fourbe quelque part par rapport à ces notions-là. Parce que, moi, je trouve que, si vous voulez, la limite entre l'inclusivité et le légal, elle me fait un peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en parler, j'ai peur, par exemple, dans une entreprise, vous avez justement des représentants. Le fait d'en parler, j'ai peur que justement, ils vous accusent de faire de la discrimination positive. Vous voyez, vous avez raison. C'est pas. Voilà, quand je vous disais la différence, c'est plus la limite. Comment est-ce qu'on peut exprimer sans qu'on ait le reproche de l'administration, des représentants personnels qui diraient oui, mais en disant ça, alors, vous classifiez. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui je vais juste prolonger par rapport à l'idée, etc. C'est qu'en fait, le législateur, en faisant des textes, des améliorations, nous met dans la discrimination positive. Et c'est le vecteur d'exemple. Je vous donne 2 exemples. Il y a l'emploi franc et les aides aux apprentissages et professionnalisation. Donc, on va faire une annonce pour l'emploi. On ne doit pas marquer qu'il devient un QPV. On ne doit rien dire. Mais dans l'inclusion positive, et moi j'aimerais bien vous rajouter financière, on prend l'entreprise et va avoir 15 000 € sur 3 années, et on va chercher plutôt à embaucher quelqu'un en QPV
etc. Et l'État a créé par le législateur une discrimination positive dans l'entreprise et ils viendront s'en cacher. Et qui va trimer cette infraction? Eh ben, ça sera l'employeur à cause de l'État. Tout ça. C'est vraiment, et c'est pour ça que j'essaie de reformuler pour si les Oui. personnes n'entendent pas, voilà, de se dire dans quelle mesure on peut arriver à répondre à la loi quand même, parce qu'on a des problématiques financières et des risques pénaux, répondre à la loi tout en allant vers une culture inclusive et ne pas avoir de remarques dans le dialogue social comme quoi on fait des choses qui ne sont pas conformes à la loi. Donc déjà, il faut communiquer, dire les choses vraies, de un, à mon sens, donc selon vos personnes, donc dire les choses vraies, c'est dire, voilà la loi, comme on l'a dit, la loi nous dit de lutter contre les exclusions, de ne pas discriminer, de favoriser la diversité, la loi nous dit, il faut que les jeunes soient favorisés aujourd'hui. Je ne critique pas, hein, je ne critique pas les aides, je critique effectivement comme vous le fonctionnement. Donc, il nous demande de fonctionner par des approches négatives au lieu de fonctionner par une approche positive. Et donc, ce que l'on propose, nous, par la culture inclusive, c'est de fonctionner plutôt par une approche positive, non pas de dire aujourd'hui, on veut faire de la culture inclusive et donc, à partir d'aujourd'hui, vous verrez plus de jeunes chez nous. Non, c'est pas, ça, c'est justement de la discrimination positive. On va en parler de quelques idées, mais c'est de revoir les choses pour se dire, j'aurais peut-être ce mot-là pour vous répondre, c'est de se dire, à chaque moment de notre vie, en tant que manager du quotidien ou de salarié, dans quelle mesure je m'organise pour tirer le meilleur de la personne que j'ai en face de moi. Quelle est cette personne? Comment je la connais? En quoi elle a des choses qui peuvent apporter des atouts différents que je n'avais pas utilisés. Et en quoi d'autres personnes, quand je rencontre en recrutement des personnes, en quoi ces personnes qui peut-être pouvaient faire peur parce que c'est des Van Gogh, c'est des divas, oui, mais en quoi intégrer ce type de profil, comment je vais être capable de vivre au quotidien avec, donc là c'est comment je travaille les démarches d'inclusion, et en quoi cette personne va être épanouie chez moi. Et qu'est-ce que ça va donner comme plus à mon entreprise? Et ça n'a rien à voir avec répondre à une obligation légale, là. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris la différence, mais je trouve que la notion, on peut se le dire, on peut le faire, par contre, l'écrire et l'expliquer, j'ai peur que tout de suite on passe de l'autre côté de... Si vous voulez qu'on tombe dans l'illégal, en fait. Non, je pense que c'est bien d'avoir... D'ailleurs, c'est bien d'en parler. C'est bien d'essayer de le faire passer dans l'entreprise, etc. Mais je pense que c'est difficile de vraiment l'expliquer sans avoir des conséquences de reproches. Voilà. Alors, peut-être qu'une des solutions, en tous les cas, celle sur laquelle j'insistais le plus, et que je pratique assez souvent pour le moment, parce qu'effectivement, les entreprises, surtout à dimension humaine, c'est le début, c'est de suite, de dire qu'on est sur des sujets différents. On distingue les sujets. Voilà. Et de partir de sujets vrais, enfin de réflexions vraies et concrètes, et des démarches raisonnables. On ne dit pas, allez, hop, on met sur Insta, sur LinkedIn, etc. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, notre entreprise pratique une culture inclusive. OK. Voilà. Rejoignez-nous, nous pratiquons le 1er mai, laissez-nous le temps de nous organiser. Nous ferons l'inclusif chez nous. Non. Mais je pense que c'est plus une notion presque philosophique qu'il faut intégrer et concrétiser. Et concrétiser, mais sans vraiment dire qu'on est en train de le faire. Et ce que vous dites là, en tout cas, moi je le pratique plutôt comme ça, c'est valable pour beaucoup de sujets. Ah oui, tout à fait. Ah, mais on devient schizophrène. Ouais. Quand je vous écoute, on devient schizophrène. Il faut mentir à soi-même pour. C'était pas le but. Mais oui, mais. Je pense qu'on n'est pas du tout obligé. Il y a vraiment deux sujets. Il faut vraiment mettre les limites des deux sujets. Il y a
Maintenant, quand on est des intellectuels, quand on gère du personnel, on devient schizophrène. En disant qu'on ne doit pas franchir ce qu'on doit dire parce que la loi dit, etc., et faire, à un moment donné, ça crevait, je pense. Après, on se dit, tiens, on fait tout. Mais voilà, mais c'est ça, c'est ça. Moi, je prends un autre exemple personnel. Quand on se retrouve sur le marché de l'emploi, moi, je préférerais que les entreprises nous disent, ah bon, senior. C'est vrai, ça Je serait préfère, honnête de franchement, dire. je préférerais parce que on va aller chercher à postuler et au mieux, on nous rappelle de nous dire un truc surréaliste ou alors on ne nous rappelle pas. Et je préférerais que dans l'offre d'emploi, on mette j'ai pas envie de femme, j'ai pas envie de senior, j'ai pas envie de celui, parce que au moins je me dirais, bon, bah voilà, ils veulent pour une femme senior, je vais pas prendre le temps. Autant que je garde mon énergie pour aller vers des entreprises qui effectivement veulent faire de l'inclusion et disent, bah, nous on aimerait bien à ce poste-là, on aimerait bien un senior. Voilà, je trouve que, mais on va pas. Bah, C'est vrai que. On va pas faire tout le petit travail. C'est vrai qu'après, étant juriste de base, ce que je peux me dire, même si le reste a pris, c'est que si on n'a pas ce socle de base, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, et que malheureusement, ce socle de base est censé protéger au quotidien, et qu'on s'aperçoit qu'il ne protège pas toujours de façon utile. Mais voilà, c'est un peu comme la protection pour la maternité contre le licenciement. Si je prends cet exemple, parce qu'on a tous vécu en tant que manager, c'est utile, parce que ça devait exister dans la loi de dire, bon, voilà, on ne va pas licencier les femmes dès qu'elles sont enceintes, certes, mais il y a certaines femmes, alors je peux parler, je suis une femme, donc je ne serai pas en discrimination, puisque je parle de mon mal. Mais voilà, il y a certaines situations où, effectivement, il y a des abus par rapport à cette protection. Et tous les sujets de discrimination positive, laissent la porte ouverte, comme tout, à des abus de personnes mal intentionnées. Mais voilà. Donc, mais merci, effectivement, c'est vraiment, pour moi, le cœur du sujet, plus que d'être dans les exemples concrets qu'on va voir rapidement. Vous les aurez, de toute façon, les idées, vous les aurez. Mais vraiment, si c'est un point à retenir, c'est vraiment deux sujets, cette façon de. Donc, alors, rapidement, je vous donnais quelques pistes. Alors, le recrutement, aujourd'hui, on parle donc d'intégrer des profils hétérogènes, on en parlait tout à l'heure, de se dire, par exemple, vous avez un CV avec un trou au milieu, avant de dire, oh là là, on ne comprend pas, il y a un trou au milieu. Rechercher pourquoi il y a ce trou. Ah, mais attends, c'est peut-être intéressant, il s'est dit, il a réfléchi comme ci, comme ça. Donc, voilà, repenser les étapes, les méthodes et les postures en phase de recrutement. Je vais prendre un peu la parole parce que nous, dans l'immobilier, on est en pleine reconversion des profils. Parce qu'on avait un modèle qui était basé à 100% sur des employés, jusqu'à présent, on n'avait que des employés. Et maintenant, on passe à un modèle mixte avec des agents commerciaux. Donc, alors, on va faire cohabiter des agents commerciaux avec des employés. Je suis juste à la charnière de ce choix. On l'a fait, on est parti, on a notre premier agent commercial qui va arriver. Et justement, c'est à la fois, on peut le voir comme une contrainte, quelque chose de gênant, et c'est l'opportunité d'avoir des nouveaux profils. Des profils qu'on n'aurait pas osé sous la forme salariale parce qu'elle représentait un risque financier trop important, et qui, sous la forme d'agent commercial, représente une opportunité justement pour s'ouvrir à des profils différents. Je vois dans nos métiers, par exemple, la restauration a souffert énormément. Il y a beaucoup de personnes qui sont reconverties de la restauration à l'immobilier. Et pas mal avec succès. Parce que ce sont des postes où on fait attention à la clientèle, on est au service de ses clients, et nous aussi, on est au service de nos clients. Et ce sont des profils qu'on ne prenait pas parce qu'on nous disait qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas les connaissances juridiques, il n'y a pas les connaissances du bâtiment. Ça va être trop cher pour nous si on se trompe. Et là, en tant qu'agent commercial, on le fait. Et finalement, c'est une opportunité. Et j'ai été longtemps, peut-être même avant cette réunion, à penser que c'était un risque pour nos métiers. Et je ressors avec cette discussion qu'on a en disant, non, pareil, c'est une opportunité. Parce qu'il y a aussi dans vos métiers une évolution juridique d'agents commerciaux, parce qu'il faut rappeler que les agents commerciaux indépendants, le volet, etc., le législateur a dit que, attention, un agent indépendant doit avoir plusieurs agences pour éviter le travail de simulation.
Mais le législateur l'a modifié il y a près de 5 ans, en disant que l'agent commercial, dès lors qu'il vend plusieurs personnes, ça lui fait profit de votre intégration dans vos agences. C'est pour ça que grâce à l'évolution juridique et législateur, Moi, je pense que c'est plutôt fiscal et social. C'est le dumping social qu'on a sur l'agent. oui, non, mais je parle en lien subordination, donner des ordres, etc. C'était ça, il fallait faire attention. Vous avez à la fois, effectivement, vous êtes ouvert pour X raisons, voilà, et vous avez un travail de comment travailler avec eux maintenant, comment les connaître, comment, et puis eux aussi, vis-à-vis de vous. Mais, et quand on parle des étapes et autres, ça peut être aussi les outils. Voilà, il y a des fonctionnements, alors on va pas donner des exemples et chacun est différent, mais des fonctionnements avec des visios particulières, alors des retours, faire des retours rapides, questionner, échanger, être plus en mode échange qu'en mode candidature. Voilà, tout ça, c'est ce que recherchent aujourd'hui les personnes qui candidatent. On est là pour passer un contrat ensemble. Et je pense que ce terme de passer un contrat ensemble, aujourd'hui, il a changé. Passer un contrat ensemble, c'est passer un moment ensemble. Donc, il faut que de part et d'autre, on ait un échange pour se dire est-ce qu'on a envie d'être ensemble et qu'est-ce qu'on peut s'apporter. À court terme ou à long terme? À court terme ou à long terme. Vous l'avez dit tout à l'heure, le CDD est plus favorable aujourd'hui parce qu'il y a la loi Macron. Il y a les droits derrière et maintenant les banques font des prêts aux intérimaires, font des prêts au CDD. Donc on a une évolution qui dit bah ouais, moi je vais mettre à fond dans son entreprise. Je pense que l'honnêteté et la loyauté, dire que pendant une année je vais t'aider à l'entreprise, et l'entreprise va dire bah ok, pendant une année on va se coller sur toi, tu veux nous apporter un savoir-faire. Je pense que la loyauté permet de faire monter l'entreprise, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Et maintenant, tout ça est caricatural, certes, mais avoir un CDI, embaucher quelqu'un, ce n'est pas, il n'y a plus cet acte de on me donne quelque chose. Ouais, non, on partage. On décide d'être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus courant, voire généralisé. Donc, il faut s'y habituer. C'est un état d'esprit, voilà. Dans les conditions d'accueil et d'intégration, alors surtout en cette période après Covid, où on s'est habitué à être un peu voilà, effectivement, on recherche un accueil bienveillant, organisé, quoi, quelque chose où on se sent accueilli et intégré. Un petit tour des services, tout ce qui est concret pour vous. Mais les personnes, ce n'est pas obligatoire d'avoir un livre de procédure d'intégration pour tout le monde. Hein. Faire des choses simples, mais accueillir et intégrer. Voilà, et ce n'était pas toujours fait. Je me dépêche un peu du coup. Revoir tout ce qui est entretien, etc., la façon de faire un entretien, au-delà des documents, hein, juste la façon de tenir un entretien. On n'est pas là pour remplir le document obligatoire des plus de 50 ans. Hein. Voilà, on est là pour partager, pour prendre un moment assis ensemble, plutôt voilà, d'échanger. N'oublions pas qu'avant de pratiquer l'inclusion, on va déjà reconnaître la singularité de ces managers. Si on ne passe pas par l'étape de déjà savoir qu'on a des managers différents et d'essayer de reconnaître et de valoriser leurs différences à eux, ça va par descendre ensuite. Hein. Allons-y par étapes. Tout ce qui est process de travail, soyez concret. La façon de travailler, il y a au quotidien des façons de faire ou d'animer une réunion, de faire un dossier ou des choses comme ça qui peuvent faciliter les choses. Pour certaines personnes, elles correspondent plus à leur façon de travailler que d'autres et ça ne va pas non plus créer un problème de dysfonctionnement général. Le but, c'est de trouver le juste équilibre. Hein. On ne va pas faire à la tête du client non plus. Mais il y a des personnes, voilà, si vous les amenez faire une randonnée en montagne, ce n'est pas du tout ce qui va les motiver. D'autres, oui. Si vous faites une réunion avec un outil, vous savez, on peut envoyer des mots sur un nuage et tout ça, ouais, il y en a, ça va les faire être dans l'animation. Mais penser, inclusion égale penser à tout. Voilà. Penser inclure les gens. Alors, manager-nous, on dit souvent plutôt que le jeu. Alors, attention de ne pas dire nous, service machin, parce que ça exclut des autres. Mais on inclut l'ensemble. Tout ce qui est organisation du temps de travail, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous entendez parler tout le temps, les plannings, le travail atypique, le temps partiel choisi, etc.
Les temps de partage, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment faisons-nous nos réunions? Comment une salle de pause? Est-ce que c'est intelligent, pas intelligent? Comment on la fait? Voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir des touffes rouge, bleu, vert. Ça ne correspond pas à tout le monde. Créer des projets, des groupes projets. Il y a des personnes qui ont besoin, et la plupart des salariés ont besoin d'être nourris par des projets. Il ne faut pas que ça devienne trop conséquent aussi par rapport à leur travail. Trouver les moyens d'aller toucher chacun, en fait, tout en préservant votre collectif. N'oublions pas le management intergénérationnel, il est là, et l'inclusion est utile. La politique de rémunération, alors on en a parlé, on fera certainement des interventions sur ce sujet, mais aujourd'hui, 70%, il me semble, une analyse vidéo, recherche des pratiques de rémunération autres que de la rémunération financière. Donc, de l'épargne d'entreprise, de tout ce qui est aide autour de la parentalité. J'avais vu des entreprises qui complètent le congé parental, des choses comme ça. Tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail par rapport au fait d'avoir des enfants. Voilà. Je ne focus pas là-dessus, mais c'est un sujet important parce que c'est des jeunes qui arrivent au travail en ce moment. Et c'est eux qui ont le plus changé le rapport au travail. Le développement des compétences. Ils veulent continuer à acquérir de nouvelles compétences certifiantes ou de développement personnel, enfin, se nourrir, pas être enfermé voilà, dans votre formation. Tous les outils digitaux. Quels sont les outils? Alors, parfois, il y a même des outils gratuits, hein, pour investissement, mais qu'est-ce qui peut aussi enthousiasmer, dynamiser un peu le quotidien? Presque, voilà. Donc, une conclusion rapide, et merci de ces échanges. Vraiment, moi, ce que j'ai retenu de ce sujet aussi, et que je voulais partager avec vous, mieux se connaître pour avoir une position juste et efficace, une posture juste et efficace. Du coup, on en est venu tout à l'heure à ça, mais c'est un peu devenir un manager équilibriste en fonction des temps, des moments, des tempêtes, des situations et de nous aussi. Réussir à équilibrer. Et donc, pour équilibrer, il faut avoir tous les leviers en main. N'oubliez pas d'évaluer votre entreprise, votre contexte, identifier vos besoins, vos sources potentielles de progrès. Ce n'est pas le voisin qui doit savoir ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas la même chose entre voisins. Ah, si, par exemple. Poser des engagements vrais et concrets. On a des intentions claires, on les partage dans tous les sens, c'est-à-dire on les partage soit pour amener autre chose, mais on les partage aussi en communiquant. Et une réalité opérationnelle. N'oubliez pas cette dimension opérationnelle. Et je dirais, toujours en ressources humaines, il faut définir une démarche, comment on va faire les choses, écrire sa feuille de route, et surtout ne pas oublier, comme l'image le montre, de prévoir des étapes qui seront peut-être différentes au final, mais il faut les prévoir. Voilà. Bon retour. Merci à vous. On a un tout petit peu décalé, mais c'était vraiment très intéressant de pouvoir partager. Et désolée pour ce mode hybride qui ne fait pas partager tout le monde. Un peu plus simple. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des questions? Oui. On peut avoir encore un petit peu répondre à vos questions si vous en avez. Moi, je suis une question plutôt un désarroi créateur d'entreprise, même petites entreprises et petites PME. On arrive, Covid, crise, et là, crise Ukraine, qui a fait monter les valeurs d'essence, qui est un budget colossal pour les salariés, qui soient indépendants, qui soient, peu importe, qui sont le manager, le directeur dans l'ensemble d'entreprise. On va pas, je crois que l'État ne met pas en œuvre une réactivité par rapport aux entreprises. Je me l'exprime. Un couple qui a 2 enfants, qui ont une nounou, et qui sont, entre guillemets, avec un salaire moyen de 1 800 €, avec un budget, s'ils doivent faire 20 km à un ou l'autre, etc. Ils vont choisir la simplicité. On le verra dans quelques semaines, vous allez voir, les arrêts de maladie de complaisance. Il faut se dire que je préfère me mettre en arrêt de maladie
garder mon enfant, je paye moins la nounou, je paye pas l'essence. C'est aujourd'hui comment nous, chez l'entreprise, comment faire un management positif en disant comment je vais le maintenir? Est-ce qu'on doit débourser de l'argent? Est-ce que c'est la question que je me pose? Je ne sais pas. Parce que c'est très difficile. Il y a tellement d'algorithmes que. Après, ce que je remarque, alors c'est vrai que c'est encore plus vrai ces dernières semaines, plus marqué, c'est que en fait, ces derniers mois, on a un peu reporté aussi au niveau des décisions que les salariés vivent bien la crise. Alors, je ne parle pas forcément sanitaire, c'est plus par rapport à la vie financière. C'est ça. Faire plus de travail, voire faire que du télétravail, parce que le carburant, salarié, voilà, faire plus de télétravail. Vous allez être augmenté, vos entreprises doivent revoir, voilà, avec certaines branches comme hôtel, café, restaurant, vous parliez de 25%. La convention collective hôtel, café, restaurant, ils vont revoir de. C'est énorme. C'est passé, là. C'est passé. Après, c'était peut-être justifié. Je regarde, je suis pas experte de tous les métiers, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on reporte la frustration du quotidien au niveau des chefs d'entreprise, qui a toujours été un peu le cas, mais ce qui est très fort en ce moment, et il arrive un moment, les entreprises, en plus dans l'incertitude elles-mêmes, ne peuvent pas tout assumer et dire ah bah oui, c'est pas grave, on continue le télétravail pour tout le monde. Bah non, c'est pas possible pour tout. Hein. Il arrive un moment où ce qu'on a fait en crise, on ne peut pas le faire tout le temps. Et puis, on revoit les salaires, voilà. On prend en charge le carburant, voilà. Et je crois que pour ma part, le propos, parce que comme je suis RH partagée, j'ai des salariés en direct, hein, ça a été la prime inflation où beaucoup de managers et même de RH se sont fait vilipender pour cette prime qui était ridicule, alors que ça ne venait pas d'eux, mais comme c'est l'entreprise qui a dû la verser, avancer l'argent. Donc, il y a eu ce frais-là. Et après, avec tous les arrêts Covid, où les entreprises ont avancé l'argent, puisque avec la loi Covid, pas de carence, et les arrêts maladie, donc c'est l'entreprise qui avance l'argent. Pour ceux qui ont une subordination. Oui, mais quand même, avec l'histoire de la carence, ça joue. Hein. Je veux dire une chose au niveau justement de tout ce qui est distanciel, etc. On parle de management, on est là pour ça. Et justement, ce qui est plus compliqué aussi, c'est qu'à contrario, vous avez des entreprises qui, elles, ont décidé de faire que du distanciel par la suite. Il y en a qui ont lâché leurs locaux, justement, pour réadapter et qui ont mis leurs équipes en visio toute la journée ou alors en distanciel en les laissant gérer leur travail, leur planning, etc. Comment après faire pour manager quelqu'un qui n'est pas là, personne ne se voit, il n'y a plus de côté social ou quoi que ce soit, et je pense que c'est très compliqué aussi. Surtout que ce n'était pas prévu. C'était le côté, c'était mis en place, voilà. Ça veut dire, en fait, tout le monde, finalement, enfin, ces personnes-là, du coup, il y en a qui, autant, soi-disant, sont plus efficaces, apparemment, il y a des statistiques là-dessus. Il y en a d'autres qui aiment bien faire un petit peu moitié-moitié. Il y a quelques jours en présentiel et d'autres en distanciel. Mais je pense que le management en prend un grand coup aussi parce que comment faire un suivi réel et équitable pour des personnes qui, la majeure partie du temps, restent chez elles. En fait, tout dépend des métiers. C'est pour ça qu'on parle vraiment de chaque entreprise et chaque. On ne peut pas avoir de vérité absolue. Tout cela, c'est vraiment dépendant de l'entreprise, des métiers, des personnes. Ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on retient souvent quand on intervient en entreprise, c'est qu'en fait, le problème majeur, ça a été que le télétravail a été obligé pour une situation obligée, que ce soit pour les salariés comme les managers. Et du coup, on ne s'y est pas préparé. Alors, on ne s'est pas préparé même informatiquement. Hein. Il n'y avait pas d'ordinateur. Pas de téléphone IP. Les personnes partaient avec leur tour. Non, mais il y avait, voilà. Donc, pas préparé. Donc, tout ce qui n'est pas préparé, forcément, après, il y a des salariés qui se disent c'était possible, on peut continuer. Bah oui, mais c'était un peu. C'était une adaptation quand même due à une situation d'urgence aussi, voilà, qui est tombée comme ça du jour au lendemain, un petit peu, on peut dire ça comme ça. Après que les entreprises, du coup, décident de faire perdurer la situation parce qu'elles y ont trouvé leur satisfaction et leurs avantages, surtout financiers, hein, etc. Mais justement, je pense que ça peut peut-être aussi arranger
d'avoir moins d'équipes soumises, entre guillemets, et d'avoir une gestion qui est complètement différente, même voire qui presque disparaît à ce moment-là. Donc certes, ça dépend des activités, mais il n'y aura jamais rien de parfait de toute manière. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça aussi, il y a quand même une sacrée évolution. L'évolution n'est pas toujours que positive. Ça peut être aussi Et négatif. chez les sous les femmes, vous avez vraiment toutes les situations, donc faites en fonction de vos situations. Moi, j'ai eu beaucoup d'entreprises qui m'ont dit, ça dépend, j'ai appris que au moins 5 fois ça. Les salariés avaient déménagé, en fait. Pendant le Covid, ils étaient partis en Bretagne, en Normandie, dans le sud, et puis, pour venir, non, on vient pas à Paris, en fait, on a déménagé. On continue pas de télétravailler? Ah, si, on va continuer, hein, parce que moi, j'ai déménagé, en fait. Et tu démissionnes? Non, non, je démissionne pas, je fais du télétravail. Oui. Et en fait, de façon, mais en toute bonne foi, ils le faisaient, mais ils ne voyaient même pas où était la problématique. Bah si, on veut continuer, ça fonctionne pas. Donc après, il faut vraiment toujours trouver de part et d'autre, comprendre, chercher à analyser pourquoi l'autre vous dit ça. C'est toujours la même. Et elle comprend, il y a le compromis, mais souvent c'est le chef d'entreprise qui fait le compromis. Pas ça. Je pense que c'est fort, surtout pour les petites. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça se passe dans les petites structures. Ouais. Les dimensions intermédiaires et les entreprises, c'est-à-dire les grands groupes, c'est quand même moins fort parce qu'il y a tout un rouage et c'est un peu plus immobile, on va dire. C'est processé, etc. Donc, c'est pas les mêmes problématiques. Ouais, c'est... Dans tous les cas, merci. Et c'était vraiment, on se demandait si on allait être un peu quand même à nouveau dans la participation. C'était vraiment un réel plaisir de pouvoir être à nouveau dans la participation. Merci des idées. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Si vous voulez un café, une cuisine, quelque chose, n'hésitez pas surtout. C'est prêt à la sortie. L'idée qui tombe, on sait jamais. Ah oui, oui, surtout que pour le rendre.